Bonjour à toutes et tous. Bienvenue aux Amphis 2024. Je suis ravie de lancer ces Amphis par une conférence sur l'enfance et avec deux invités que vous connaissez, que je vais vous présenter tout de même. En tout cas, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et nombreuses en ce jeudi 13h pour attaquer ces 4 jours de débat, de conférences et d'échanges. Donc moi, je suis Marianne Maximi, je suis députée de la France Insoumise du Puy-de-Dôme. Et je travaille en tant que députée particulièrement sur les questions de l'enfance et des droits des enfants, et plus précisément de la protection de l'enfance, parce que avant de devenir députée, c'était mon travail de professionnelle. J'étais éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. Et souvent, le point de départ que j'explique, c'est qu'on est, je pense, d'accord tous les trois pour se dire que l'enfance n'est jamais traitée comme un sujet politique. L'enfance est invisibilisée de l'espace politique et médiatique où peut émerger de temps en temps, mais sans perspective et sans solution pour les droits des enfants. Et à la France Insoumise, on en a fait un sujet, un vrai livret thématique sur l'enfance et ses droits. Et on essaye, nous, à l'Assemblée, avec nos alliés, de porter cette question qui est éminemment urgente dans un pays comme le nôtre, où nous avons des droits des enfants qui reculent année après année. Et quand je parle des droits, c'est évidemment les droits à la santé, à l'éducation, à avoir un toit sur la tête et le droit d'être protégé et de vivre en sécurité. Et malheureusement, il suffit de regarder les différentes institutions qui travaillent, notamment celle de la Défenseure des droits, et de lire les rapports qui peuvent sortir année après année pour noter cette dégradation rapide des droits des enfants. C'est aussi ce qu'a fait d'ailleurs l'UNICEF l'année dernière avec la Fondation Abbé Pierre, qui avait alerté très massivement sur la dégradation des conditions de vie des enfants, notamment celles et ceux qui étaient à la rue à la rentrée dernière, et c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement. Et donc nous avons décidé de lancer une conférence sur cette thématique qui est vaste, qui évidemment en 1 heure on ne va pas tout traiter, on veut garder un temps d'échange avec vous aussi pour des questions et puis du débat. Mais on va essayer en tout cas, par nos 3 regards, nos 3 expériences, vous emmener à des enjeux, à la fois un constat, mais aussi à des perspectives et des solutions que nous, on travaille notamment à la France Insoumise, mais aussi avec le nouveau Front Populaire, en ce qui concerne les droits des enfants et l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc avec moi, j'ai à ma gauche Elsa Faucillon, qui est députée du groupe GDR, qui a travaillé aussi sur cette question, notamment sur la question des mineurs non accompagnés sur le dernier mandat, et qui va intervenir. Et de mon autre côté, j'ai donc Yes Loufoque, militant des droits de l'enfant, que vous connaissez, j'imagine, pour ses engagements, et qui secoue les politiques aussi tant qu'il peut, et il a raison de le faire, sur à la fois l'effondrement de la protection de l'enfance, mais plus largement justement sur les menaces qui planent sur les droits des enfants. Donc on va essayer de tenir ça en une petite heure pour ensuite pouvoir échanger avec vous, et je vais laisser tout de suite la parole du coup à Elsa. Merci. Oui, vous pouvez. Bonjour à toutes et tous. Merci Marianne et merci à l'AFI pour cette conférence et de m'y avoir invitée. Tu le disais, Marianne, je me suis plus spécifiquement intéressée sur le dernier mandat à la question des mineurs non accompagnés. Entre 2022 et 2024, je co-rapportais sur une mission d'information sur les mineurs non accompagnés, mais la dissolution a fait que je n'ai pas pu présenter mes travaux et donc mettre en avant les propositions qu'avec ma co-rapporteure, nous avions élaborées. Donc comme je sais que Lies et Marianne vont vous parler à la fois de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, moi je vais vous parler principalement des mineurs non accompagnés, mais avant je voudrais vous faire quelques remarques générales sur la politique de l'enfance ou les politiques destinées ou qui visent les enfants dans ce pays. La toute première remarque que je voudrais faire, c'est que souvent il faut que les enfants eux-mêmes, quand ils sont encore enfants ou quand ils sont un peu plus grands, finissent par se saisir de sujets politiques liés à leurs conditions en tant qu'enfant ou en tant qu'ancien enfant, comme l'a fait Lies avec d'autres, pour que finalement ces sujets deviennent des sujets politiques mis dans le débat public. Lies l'a fait sur les conditions d'accueil ou plutôt de non-accueil ou de maltraitance au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et si tout un tas d'autres comme lui
ne l'avait pas fait, je pense que ce sujet serait encore sous le tapis. Et donc, on voit bien comment ils sont obligés finalement d'aller chercher à bousculer, chercher à faire prendre conscience pour que ces sujets remontent. Pourquoi ? D'abord parce que quand ce sujet est traité, le sujet de l'enfance, il est traité comme un sujet politique mineur. Alors, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, l'enfance est un sujet politique mineur. C'est le cas et on peut le constater. Je vais vous donner un argument qui n'est peut-être pas le plus important, mais remarquez que c'est quand même assez rare que dans un gouvernement, alors je suis sûre que vous êtes très bons, mais si on prend l'ensemble de la population, que dans un gouvernement, on se rappelle du nom de la, souvent, ministre chargée des questions de l'enfance, que généralement ce sont des femmes. Donc déjà, c'est un signe pour considérer que c'est des sujets politiques mineurs. Et quand je dis ça, je le dis parce que, et chez les administratifs, et chez les politiques, que ce soit au niveau local et encore plus au niveau national, eh bien, généralement, quand les sujets sont mineurs, c'est quand même là qu'on retrouve le plus de femmes. Et c'est aussi un poste pour lequel on voit rarement des personnalités politiques se battre au moment des remaniements. Donc vous voyez bien, juste à travers ces arguments, c'est peut-être pas les plus importants, mais en tout cas déjà ça donne un signe pour considérer en tout cas que la politique vis-à-vis des enfants, la politique de l'enfance, la défense des droits des enfants n'est pas considérée comme un sujet politique majeur dans ce pays. C'est pas vrai dans tous les pays, mais c'est particulièrement vrai dans le nôtre. Et on peut noter, et je crois que c'est important de le noter d'ailleurs, que la plupart du temps, en fait, on n'a pas une vraie politique de l'enfance. On a une politique familiale. Nous sommes dans un pays qui d'abord traite la question du point de vue de la famille. J'y reviendrai parce que ça a évidemment des conséquences, des incidences sur la manière dont on traite les droits des enfants. Mais d'abord dire que pourtant, on pourrait se dire, et Marianne en a cité quelques-uns, qu'il y a suffisamment de sujets pour rendre le sujet attrayant. Enfin, rien qu'on peut se dire, la pauvreté des enfants, ils sont 3 millions, il y a un enfant sur 5 qui est pauvre dans ce pays. Le nombre d'enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance chaque année, de plus en plus nombreux. Les enfants en situation de handicap, leur droit à une scolarité avec pas simplement la question des AESH, mais y compris la question des AESH. Les inégalités scolaires dans notre pays qui sont encore plus corrélées aux inégalités sociales qu'ils ne le sont dans d'autres pays d'Europe. On a la question numérique. Les jeunes et le numérique, on est quand même largement paumés. La question du consumérisme chez les jeunes, comment le capitalisme et son allié, le consumérisme, font en sorte de capter particulièrement les plus jeunes parce qu'on sait qu'ils sont décisifs dans les choix d'achat. Enfin, on a, je crois, 1000 sujets, et je suis sûre que j'en oublie plein, qui pourtant pourraient intéresser la politique, d'autant plus que sur ces questions-là en particulier, ce n'est pas vrai de tous les sujets politiques, mais sur ces questions-là en particulier, il y a un pouvoir d'agir très rapide. Et puis si on veut être plus ambitieux, parce que je crois qu'on peut l'être, et je connais le livret, et il n'y a pas que les sujets, je dirais, qui concernent les violences subies, les dangers, etc., mais il y a penser en termes d'émancipation réelle, la question de l'enfance. C'est quoi les mobilités des enfants ? C'est quoi leur droit à la mobilité aujourd'hui dans ce pays ? Comment on sécurise des rencontres émancipatrices pour les enfants ? C'est quand même une sacrée question quand on a un projet de gauche et un projet émancipateur. Comment on sécurise des rencontres émancipatrices pour les enfants où on ne les met pas en danger ? Et comment on fait de l'enfant un véritable acteur social ? Mais ça, c'est des questions, à mon sens, qui doivent avoir une forme de puissance transformatrice à partir du moment où on saisit ces enjeux-là comme des enjeux politiques majeurs pour l'émancipation. Alors, tout ça, évidemment, je noircis évidemment le tableau, et franchement, je pense que les interventions qui vont venir après ne vont pas aider à l'éclaircir. Mais cette question de la politique de l'enfance, elle n'est pas linéaire dans notre pays. Elle n'est pas linéaire dans le monde. Le droit de la famille et le statut de l'enfant en particulier sont un des domaines où ça a beaucoup évolué, mais c'est aussi un des domaines où ça a évolué le plus lentement dans les différents droits qui existent. Le droit familial, le statut de l'enfant ont subi beaucoup de lenteur pour se transformer. Par exemple, on peut penser au Code Napoléon, au Code civil, où, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, le père, qui était celui qui avait le pouvoir sur l'enfant, mais un pouvoir de domination suprême, pouvait demander s'il était mécontent des agissements de son enfant. Sur simple demande, il pouvait demander s'il avait moins de 16 ans, qu'il soit enfermé 1 mois en prison, et s'il avait plus de 16 ans, 6 mois en prison. Alors, on est évidemment sorti de ça. L'enfant n'est plus considéré aujourd'hui en droit comme un objet, mais comme un sujet de droit.
C'est assez récent finalement, puisque c'est plutôt les années 70, si je ne me trompe pas. Mais on voit que cette évolution, même si elle est vraie dans les textes, son application, son inscription dans la société est encore extrêmement lente. Donc oui, il n'est plus un objet, il est un sujet de droit, il a des droits spécifiques. Et peut-être les différences importantes qu'on peut noter là-dedans, c'est leur capacité, leur liberté de dire et de faire. Ça, c'est extrêmement important pour considérer les enfants comme des sujets de droit. Il est celui qui peut prendre des décisions, qui peut intervenir, qui peut refuser ou qui peut accepter. Et il n'est pas celui qui subit la manipulation des autres. C'est ça que ça veut dire normalement être sujet de droit. Pendant en fait des siècles, on a vraiment considéré l'enfant tel que sa définition latine l'avance, c'est-à-dire celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas le droit à la parole. Et encore aujourd'hui, on retrouve de très nombreuses traces de cela. On peut y penser notamment quand un enfant est placé et qu'il va devoir subir, et c'est le cas, une modification dans son parcours, on peut se rendre compte à quel point sa parole peut être minimisée, voire silenciée, pour que ce soit les adultes qui décident à sa place, pour son bien, sans prendre en compte son avis. Donc on a, je dirais, cette tradition paternelle d'origine romaine qui est vraiment encore, je trouve, extrêmement présente. Et d'ailleurs, notez que, moi ça m'amuse toujours, vous savez, il y a le terme aujourd'hui qui est encore utilisé, qui est né dans les années 80-90, où on parle de l'enfant roi. Il faut toujours hyper se méfier de ce concept, parce qu'on voit bien ce que ça veut dire. Mais en fait, ce que ça dit, c'est que c'est plus le père qui est roi. C'est juste ça que ça vient dire, mais comme un regret. C'est-à-dire, c'est plus le père, c'est plus celui qui a l'ascendant, celui qui peut dominer. C'est l'enfant qui serait roi, qui pourrait décider de tout. Méfions-nous dans l'ambivalence de ce que ça veut dire. Souvent, on le prend pour dire c'est l'enfant qui fait ce qu'il veut, qui fait n'importe quoi, à qui on permet tout. Moi, je dis d'abord, considérons d'abord que l'enfant il a le droit d'intervenir, le droit de s'exprimer, le droit d'exercer ses différentes libertés. Et à mon sens, c'est bien important. Et d'ailleurs, notons comment, y compris aujourd'hui dans les familles monoparentales, où ce sont les mères à majorité qui sont familles monoparentales, on vient quelque part toujours expliquer comment elles seraient dysfonctionnelles, ces familles. Parce qu'il n'y aurait pas cette autorité paternelle qui permette de dresser et de redresser l'enfant quand ça va mal. Je ne nie pas toutes les difficultés qu'il y a autour de la monoparentalité. Et d'ailleurs, nous avons formulé comme députés des propositions pour aider ces familles monoparentales. Mais l'idée n'est pas d'expliquer que le modèle sans papa, et je suis sûre qu'on sera d'accord dans cette salle, pour expliquer que c'est ça qui fait le dysfonctionnement. Donc je crois beaucoup pour qu'il y ait une réelle affirmation de l'enfant comme sujet de droit. Je crois que véritablement la question de la fin, de l'abolition de la domination masculine a un aspect extrêmement important. Il n'est pas le seul, mais pour permettre de considérer et d'inscrire réellement l'enfant et l'enfance comme sujet de droit. Je veux dire aussi, avant de passer aux mineurs non accompagnés, quelques mots sur le XXe siècle du point de vue, puisque c'est quand même un des siècles qui a vu de profondes avancées. On parlera de la Convention internationale des droits de l'enfant peut-être après, mais des réelles avancées, mais aussi des recherches extrêmement importantes sur la question de l'enfance, déjà à la fin du XIXe siècle, notamment sur toutes les recherches en termes de pédagogie. Mais en tout cas, on peut noter que sur la seconde moitié du XXe siècle, et je pense beaucoup à l'après-Seconde Guerre mondiale, avec notamment la question de l'ordonnance de 1945, qui a été beaucoup charcutée depuis. Je vais juste vous lire un passage que je trouve extrêmement important qui concerne cette ordonnance, qui dit « La guerre et les bouleversements d'ordre matériel et moral qu'elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente. Bien qu'il instaure un dispositif pénal nouveau, le gouvernement provisoire de la République entend protéger efficacement les mineurs et plus particulièrement les mineurs délinquants. » Ce qui est important là-dedans, je crois, c'est qu'il parle de protection des mineurs délinquants. Et c'est ça qu'il faut retenir de l'ordonnance. Il y a plein d'autres trucs qui ne vont pas, qui n'allaient pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui est extrêmement important, c'est qu'il dit on a beaucoup de délinquants et ce qu'on veut, c'est les protéger. On ne nie pas leur faute, on ne nie pas leur culpabilité, mais on veut d'abord les protéger. Et on voit bien, je sais que Marianne va y revenir, donc je ne vais pas être longue là-dessus, mais l'espèce de renversement idéologique, le renversement de logique aussi qui est à l'œuvre pour expliquer que finalement, aujourd'hui, ils sont des dangers.
hein. On ne prend pas en compte leurs difficultés sociales, leurs difficultés d'apprentissage, leurs traumas, enfin tout un tas de choses, mais ils deviennent des suspects. Et on l'avait vu en 2005 de manière assez brutale au moment où Sarkozy était ministre de l'Intérieur, où il voulait détecter, avec l'aide des PMI, les futurs délinquants. Alors, moi, vous savez, les PMI, ça a été ma bataille comme conseillère départementale, et je suis du 92, là où Sarkozy a été président du Conseil général à l'époque, et où il a complètement démantelé les PMI, et on s'est battu pour garder les 3 nôtres à Gennevilliers, mais je peux vous dire qu'on a dû sacrément batailler. Mais il voulait que les médecins, ou plutôt les infirmières, aillent dans les écoles pour faire du repérage de futurs délinquants, et non pas pour faire du repérage, je ne sais pas moi, de troubles autistiques, de traumas, de violences, etc. Non, pour aller voir s'il n'y avait pas des signes de turbulence qui pouvaient expliquer que ce seraient des futurs délinquants. Alors heureusement, ça n'a pas été mis en place, il y a eu un tollé à l'époque, mais la logique était installée. Une logique qui est une logique en réalité de dressage et de redressement des enfants. Et qu'on voit évidemment de manière d'autant plus forte quand ils sont issus de milieux sociaux populaires, précaires, quand ils sont racisés, quand ils sont dans des bidonvilles ou dans des squats, ils vont être identifiés encore plus comme des dangers potentiels et non pas, comme l'ordonnance le préconisait, comme des enfants à protéger plus que les autres. Et donc, je crois que quand on parle de l'enfance en danger, on va évidemment aller voir ceux qui sont le plus en danger, qui vont être le plus vulnérables et ceux qui se retrouvent finalement sans la possibilité d'avoir des parents qui sont là et qui sont bien traitants, c'est pas le meilleur terme, mais disons en tout cas qui leur offrent un cadre sécurisant pour évoluer. Mais en tout cas, on voit cette logique, je trouve, à l'œuvre, qui est une logique profondément libérale, mais aussi autoritaire, et qui a, à certains moments, évidemment, une logique aussi profondément raciste. Moi, j'ai une image qui me reste profondément en tête quand on parle de l'enfance en danger, et j'aimais bien le titre de la conf, puisqu'elle disait « Ceux qui ont peur des enfants, en fait, c'est une société qui n'a pas d'avenir. En tout cas, c'est un avenir triste. » Moi, l'image de ces dernières années qui, je crois, me reste en mémoire, c'est les jeunes agenouillés à Mantes-la-Jolie. Vous savez, c'est une classe qui doit se tenir sage, etc. Et je trouve qu'elle dit beaucoup, en réalité, de la manière dont on conçoit la jeunesse, l'enfance dans notre société française. Et évidemment, ils venaient de Mantes-la-Jolie, de milieux populaires, plus racisés que dans d'autres lieux, et ils se rebellaient. Et ça, la rébellion, c'est aussi un des trucs, surtout quand ça vient des classes populaires, dont les gouvernements capitalistes se méfient plus que les autres. Donc je crois que la question de cette protection plutôt que celle de la suspicion, elle est vraiment, à mon avis, au cœur d'un projet émancipateur pour les enfants et d'un projet émancipateur tout court qui met l'enfance au cœur. Il me reste combien de temps ? D'accord, ça va. Donc, vous vous doutez qu'à l'intérieur de tout ça, une cible privilégiée, c'est les mineurs non accompagnés. Ils ont tous les défauts du monde pour une société de suspicion des enfants. Ils sont jeunes, enfants, ils sont mineurs. Ils viennent d'un autre pays et bien souvent, ils ne sont pas blancs. Ceux-là, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment, je dirais, tous les stigmates possibles d'une société qui suspecte sa jeunesse. Alors, avec les mineurs non accompagnés, la suspicion principale, c'est qu'ils mentent, qu'ils sont des fraudeurs et qu'ils mentent d'abord sur leur âge. Donc, plutôt que de considérer quand ils arrivent que la première des choses à faire est de les protéger, et puis qu'on verra peut-être un peu plus tard pour savoir réellement leur âge, pour savoir ce qu'il faut mettre en place, etc., même si dans les textes aujourd'hui, pour les mineurs non accompagnés, il est expliqué que d'abord on doit les mettre à l'abri, il y a aussi d'autres choses qui sont dites. On doit leur faire un bilan de santé. D'ailleurs, les départements touchent de l'argent pour pouvoir faire ce bilan de santé. Là, dans le cadre de ma commission d'enquête, on peut se rendre compte que ce bilan de santé, d'abord, il est extrêmement hétérogène, mais il s'attarde très peu sur les différents problèmes de santé qui peuvent exister. Et forcément, le parent pauvre, vous vous doutez, c'est tout l'aspect psychique, alors même que pour cela, on peut être à peu près sûr, et c'est vrai de beaucoup des enfants, voire de la totalité des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, mais là, on peut être à peu près sûr que de toute façon, il y a un trauma, quel qu'il soit, mais dans la traversée, dans le fait du départ. Et disons-le,
et c'est vrai pour les garçons comme pour les filles, même si c'est majoritaire pour les filles, y compris à l'arrivée, dans les parcours d'errance, les violences sexuelles sont aussi très nombreuses. Elles ne sont pas que dans les pays d'origine, elles n'existent pas qu'en Afrique, les violences sexuelles. Elles existent aussi en France quand ils arrivent. Et donc, on a aujourd'hui très clairement des départements, et un très grand nombre de départements, qui considèrent que les mineurs non accompagnés, c'est du trop-plein. C'est-à-dire ceux-là, on a déjà du mal à s'occuper des mineurs qui nous arrivent, qui ont une carte d'identité française ou qui sont nés sur le territoire français. Donc les mineurs non accompagnés, c'est du trop. Et d'ailleurs, on a vu des départements ces derniers mois qui, dans le même moment où l'extrême droite continuait à prendre de plus en plus de place et leurs idées dans le pays, des présidents de département venir expliquer qu'ils ne prendraient plus en charge les mineurs non accompagnés. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'il y en a trop, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas l'argent. Alors on pourrait se dire, ils n'ont qu'à se battre. Nous, on veut bien mener la bataille avec ces présidents de département pour dire on va aller chercher de l'argent auprès de l'État, il faut des subventions supplémentaires, il faut qu'ils soient payés plus vite et remboursés plus vite sur l'argent qu'ils mettent en œuvre. Non, là, très clairement, ce qu'ils ne disent pas d'abord, c'est que, il y a une explosion, en tout cas une augmentation importante des enfants avec une décision de placement et de suivi, mais de placement aussi, à la fois chez les nourrissons, à la fois chez les adolescents, et que cette évolution, cette augmentation, elle est réelle de tous les points de vue. Mais celle qu'ils préfèrent mettre en avant, pour placer un discours raciste, xénophobe, c'est d'expliquer que la responsabilité vient des mineurs non accompagnés. Et puis ensuite, il y a quelles politiques sont mises en place ou non pour les accueillir. Et donc là, vous avez un processus qui est basé sur la suspicion. La première chose, je vous le disais, c'est la mise à l'abri, mais très rapidement, après une très faible phase de répit, ils vont avoir ce qu'on appelle une évaluation sociale. Elle est faite soit par les agents du département, soit par des associations mandatées pour le faire. Et très clairement, et je vous invite d'ailleurs, pendant que j'y pense, à, si vous souhaitez poursuivre, lire les travaux de Noémie Pathé, qui a fait sa thèse sur l'évaluation sociale des mineurs non accompagnés, en étant elle-même évaluatrice pendant quelques mois, et qui montre tous les biais, et notamment des biais racistes, qui existent dans cette évaluation. Et combien les évaluateurs eux-mêmes, même si parfois c'est des gens qui viennent faire dans leur tête un travail social, se retrouvent à intégrer, digérer ces biais racistes. Je vous donne juste un exemple. Ce qu'elle voit, par exemple, c'est que celui ou celle qui va avoir, alors là, c'est pas un biais raciste, c'est un biais, je dirais, social. Par exemple, ce qu'elle va identifier, c'est plus la personne aura fait des études et sera en capacité, dans son pays d'origine, d'avoir pu raconter son parcours, puis plus il va avoir l'air, je dirais, sincère dans la manière de l'expliquer. La deuxième chose, c'est que celui ou celle qui va avoir le même récit que les autres, on va se dire, celui-là, c'est des stéréotypes, donc il nous ment. Oui, bien sûr, il a traversé la Méditerranée dans un canot pneumatique. Oui, bien sûr, il a fait naufrage. Oui, bien sûr, en Libye, on l'a violé. Voilà. En réalité, tout ça, c'est les parcours d'exil qui existent. Et quand vous prenez des récits de parcours d'exil, ce que les travaux de SOS Méditerranée, par exemple, font au travers des parcours d'exil, oui, il y a des récurrences, malheureusement, dans ces parcours d'exil qui existent. Et celui qui, par exemple, va avoir un truc un peu à côté, comme j'ai rencontré une personne super qui m'a aidée en Libye, et cette personne, je ne sais pas, elle était médecin, etc. Il suffit qu'il y ait un truc un peu à côté, ça va être jugé plus crédible que les discours stéréotypés. Donc, ça montre combien, en réalité, cette évaluation sociale, elle repose sur des présupposés qui sont des présupposés qui ne tiennent ni compte de géopolitique, ni compte d'une connaissance des parcours d'exil, mais qui surtout veut ne pas s'occuper de ces mots, mais en prendre le moins possible, puisque tout ça se substitue finalement, c'est des politiques d'enfance qui se substituent totalement, c'est des politiques migratoires qui se substituent à des politiques de protection d'enfance. Il me reste combien de temps ? 2 minutes. Donc j'arrive à ma conclusion, et puis on reviendra aux mineurs non accompagnés ensuite. Mais pour conclure, ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé de parler des mineurs non accompagnés parce que je trouve que ça permet de montrer ceux et celles qui finalement vont remplir le plus de caractéristiques de ces stigmatisations, mais aussi
sur lesquels finalement cette politique de minorisation des enjeux liés à l'enfance, les logiques de suspicion, ils sont des fraudeurs, mais les autres, ça va être finalement des enfants rebelles ou des enfants pauvres délinquants, etc. On retrouve tous ces stigmates-là et une manière plus générale finalement dont l'enfance est traitée. Pour conclure, je dirais que évidemment tous les enfants du monde, et y compris les enfants qui sont sur notre territoire, méritent mieux que le faible investissement aujourd'hui qui est donné à leur construction personnelle, ils méritent mieux que ces écoles diminuées qui fonctionnent uniquement grâce à la résilience et l'éthique professionnelle de leur personnel. Ils méritent mieux que d'être punis avant d'avoir eu le temps de se tromper. Je voulais vous parler, mais je le ferai une autre fois, de toutes celles et tous ceux qui, lors des minutes, par exemple, de silence dans les écoles, que ce soit des hommages ou après des attentats terroristes, ont été emmenés manu militari à 11 ans le matin de chez eux parce qu'ils avaient dit une connerie, mais dont tout de suite on a fait des terroristes, parce qu'on a le droit de se tromper quand on est un enfant, et que nos enfants méritent notre confiance dans leur capacité à réussir plutôt que le tracé d'un parcours de l'échec dont la criminalisation rampante dessine chaque jour la sortie de route. En fait, il est super facile d'exclure, de faire disparaître l'échec collectif que représente chaque enfant qui quitte le système scolaire sans diplôme, chaque enfant victime de violence, chaque enfant à la rue ou chaque enfant passant par la case prison. Et je crois que nous, collectivement, ici, à gauche, dans notre unité, avec le nouveau Front populaire, nous devons croire à la puissance transformatrice des enfants eux-mêmes, mais d'une politique de l'enfance ambitieuse. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marianne pour l'invitation. Merci Elsa. Je vais commencer par 2 petites notes positives, parce qu'il n'y en aura pas énormément après. Mais d'abord, félicitations pour votre réélection. Moi, j'ai été hyper heureux de savoir que vous allez de nouveau être au Parlement à la rentrée pour nous soutenir dans nos luttes et pour continuer tout le travail qu'on a démarré sur la protection de l'enfance. Et le deuxième petit élément positif, c'est que je note depuis maintenant plusieurs années que dans le cadre des universités d'été, on parle, alors de tous les partis, mais particulièrement ici, de protection de l'enfance, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc je trouve que c'est voilà, aussi le fruit du travail collectif qui a été fait ces dernières années, que de voir les partis s'impliquer beaucoup plus sur ces questions-là, alors que pendant trop longtemps, elles ont été dans l'angle mort de toutes les politiques publiques, y compris dans nos propres espaces militants. Pour rebondir très rapidement sur ce que Elsa disait sur la justice des mineurs, en effet, il y a l'ordonnance de 45 qui confère aux enfants délinquants le statut d'enfant en danger à protéger. Et ça, c'est un exploit remarquable en France que nous avons accompli dans ces années-là. Et c'est surtout un droit qui a été consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant en 89, donc bien après l'ordonnance de 45. Et aujourd'hui, la situation est extrêmement préoccupante. On l'a revu avant l'élection, pendant la campagne pour les législatives et en amont de la campagne des législatives. Il y a une offensive en cours de la droite, de la Macronie et de l'extrême droite contre les enfants, contre leurs droits, qui est extrêmement préoccupante et qui nous ferait régresser de manière massive s'ils devaient être amenés un jour à accéder au pouvoir. Notamment, je pense à la suppression de l'excuse de minorité qui voudrait revenir sur ce principe fondamental de l'ordonnance de 45 qui confère ce statut très particulier aux enfants et qui a même instauré une juridiction spécialisée à leur égard au regard de leur développement et de leur spécificité. L'excuse de minorité, c'est, en tout cas la suppression de l'excuse de minorité, c'est de manière très simple, condamner des enfants à des peines équivalentes à celles d'adultes. Là où, en droit français, les peines que peuvent encourir des mineurs sont divisées par 2. Donc ce serait évidemment une catastrophe. Mais l'offensive de la droite et de l'extrême droite, elle ne s'arrête pas là. Elle touche évidemment les mineurs non accompagnés en premier lieu. Je rappelle que dans le programme de Marine Le Pen, il y a purement et simplement la suppression de la protection par l'aide sociale à l'enfance des mineurs de nationalité étrangère, ce qui contrevient à la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais cette mesure, elle n'est pas portée uniquement par l'extrême droite, elle est également portée par Emmanuel Macron. Au lendemain de la dissolution
de l'Assemblée nationale, il a tenu une conférence de presse et il a amalgamé les mineurs non accompagnés à des délinquants en puissance qui sont générateurs d'insécurité dans nos villes et dans nos villages. Ça a été extrêmement brutal la manière dont il a pu le formaliser. Et surtout, il y a eu un passif, c'est la loi Asile-Immigration. Je rappelle quand même que la loi Asile et Immigration a, par une petite porte, déjà instauré finalement en quelque sorte le principe de préférence nationale dans notre système de protection de l'enfance, puisque un mineur non accompagné qui a 18 ans ou à 19 ans ou à 20 ans se verrait délivrer une obligation de quitter le territoire français, n'aurait plus le droit à la protection de l'aide sociale à l'enfance, là où les enfants français ont le droit à cette protection jusqu'à 21 ans. Et c'est un des rares articles de la loi Asile-Immigration qui n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel, donc qui est rentré en vigueur. Voilà. Donc on a déjà perdu du terrain. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis l'IS, j'ai été moi placé à la naissance à l'aide sociale à l'enfance parce que ma mère biologique a une maladie mentale et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est ce qui a évidemment motivé mon engagement militant sur ces questions-là. Moi, j'ai été placé dans 4 familles d'accueil, j'ai été placé dans plus de 4 foyers, sans compter les foyers de rupture, les lieux de vie ou autres. Et j'ai, comme beaucoup trop d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, subi la violence de ce système, qui ne date malheureusement pas d'hier, qui date d'ailleurs de l'après-Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a eu, malgré quelques petites réformes et malgré la décentralisation, très peu de réflexion sur ce que ce système pouvait produire sur les enfants. Et donc je milite pour la protection des enfants placés, pour conquérir de nouveaux droits aux enfants placés depuis l'âge de 17 ans. Et je crois que j'ai été l'un des premiers en France à témoigner de mon parcours d'enfant placé, en tout cas à une époque contemporaine, et donc à mener ce plaidoyer-là. Moi, je vais vous parler du coup de la situation actuelle à l'aide sociale à l'enfance, qui est catastrophique à tous les niveaux. D'abord sur l'entrée dans le dispositif, ce qui était une problématique qui n'existait pas à mon époque. Aujourd'hui, et on le voit, s'il y a un autre élément positif dans la société à noter, c'est que le seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences faites aux enfants augmente considérablement d'année en année. On a de plus en plus d'appels au 119, qui est le numéro national pour l'enfance en danger, où on peut signaler les enfants dont on soupçonne qu'ils subissent des mauvais traitements. Et c'est une excellente chose qu'on ait de plus en plus d'appels, parce que ça veut dire que le repérage se fait de manière plus évidente. Mais du coup, derrière, le système n'est pas toujours en capacité de pouvoir accueillir tous ces enfants-là. Moi, je vois également de plus en plus de campagnes de communication, particulièrement de la part du gouvernement sur le 119, alors que le gouvernement sait pertinemment que le système d'aide sociale à l'enfance dans les territoires, sur le terrain, dans les départements, n'a absolument pas les moyens aujourd'hui d'élargir ses capacités d'accueil. Et donc, on se retrouve avec des enfants qui, de plus en plus, sont des milliers en France. Alors, selon le syndicat de la magistrature, plus de 3500, mais c'est des chiffres qui ne sont pas forcément très exhaustifs, parce qu'on a un autre problème en France, c'est qu'on a du mal à évaluer les politiques publiques d'aide sociale à l'enfance et à produire de la donnée. Donc, comme on ne compte pas, ça ne compte pas. Mais en tout cas, des milliers d'enfants aujourd'hui qui ont été repérés comme en danger dans leur famille, qui ont subi de la maltraitance. Ça, je rappelle que 200 enfants, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, franchissent la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie tous les jours pour des faits de maltraitance. C'est un viol ou une tentative de viol toutes les heures, selon les statistiques toujours du ministère de l'Intérieur. Donc c'est énormément d'enfants à protéger tous les jours et toutes les semaines. Et là, ce qu'on note, c'est qu'à partir du moment où la justice est saisie de ces situations-là, et à partir du moment où elle prend ses responsabilités en ordonnant le placement d'un enfant ou une mesure judiciaire dite en milieu ouvert, donc un accompagnement par des professionnels de l'aide sociale à l'enfance directement au domicile de l'enfant auprès de ses parents, eh bien, les délais d'attente peuvent parfois s'écouler pendant 2 ans. Donc on a des listes d'attente de 2 ans où on a des enfants qui subissent de la violence au domicile, attendent une place à l'aide sociale à l'enfance pendant plusieurs mois, plusieurs années. On sait que, et ça c'est des chiffres de l'Inspection générale des affaires sociales, que 49% des enfants qui sont décédés sous les coups de leurs parents, c'est un enfant tous les 5 jours qui meurt sous les coups de ses parents, vivaient dans une famille préalablement suivie par l'aide sociale à l'enfance. Donc on peut éviter des infanticides à condition de mettre les moyens aujourd'hui pour répondre de manière rapide et urgente à ces mesures judiciaires de placement et à les exécuter. Les conséquences après sur le long terme, évidemment,
malheureusement, elles sont assez catastrophiques parce que qui dit retard dans la prise en charge des enfants qui font l'objet d'une mesure de protection dit qu'ils arrivent ensuite dans le système de protection de l'enfance quand ils ont entre guillemets la chance d'arriver dans le système de protection de l'enfance complètement cassé avec des traumas et parfois même des handicaps assez lourds. Donc ça va nécessiter beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail ensuite sur le long terme. Mais c'est surtout pour moi un phénomène, donc ce que je disais nouveau, mais qui est extrêmement grave et que je trouve on minimise un petit peu trop parce qu'on est quand même dans un état de droit et les décisions de justice aujourd'hui qui s'imposent à nous toutes, tous, elles s'imposent également aux collectivités territoriales. Donc quand la justice ordonne, normalement on doit être en capacité d'exécuter. Et là c'est une atteinte flagrante à l'état de droit, mais particulièrement au droit de ces enfants à pouvoir bénéficier d'une protection. L'augmentation du nombre d'enfants placés, elle a aussi des conséquences directement dans les établissements. Je pense que tu parleras, Marianne, de la pouponnière chez toi, mais ça a été un cas assez emblématique ces derniers mois où dans le foyer, j'appelle ça foyer pour bébés, parce que c'est comme ça parle à tout le monde, pour les enfants placés de moins de 3 ans, à Clermont-Ferrand. Il y a un sureffectif assez catastrophique où on a beaucoup plus d'enfants accueillis que de places, ce qui peut parfois provoquer un syndrome d'hospitalisme. Donc le syndrome d'hospitalisme, c'est la dépression du nourrisson. Quand un enfant est carencé, quand il ne reçoit pas les soins dont il a besoin et quand ses besoins fondamentaux, et notamment son méta-besoin de sécurité, n'est pas satisfait, eh bien, il se laisse dépérir, donc il ne s'alimente plus et il meurt à petit feu. Et donc en France, on peut noter ces dernières années qu'on a un gros comeback du syndrome de l'hospitalisme, ce qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette absence de place dans les établissements n'est pas le seul problème, puisqu'on a également une pénurie de professionnels, de travailleuses sociales, de travailleurs sociaux, qui ont eux-mêmes des conditions de travail extrêmement pénibles, avec des salaires qui n'ont quasiment jamais évolué ces 20 dernières années, voire même ont régressé, puisque dans les années 80, un travailleur social à l'aide sociale à l'enfance percevait 2,5 fois le montant du SMIC. Aujourd'hui, en 2024, c'est le SMIC plus 100 €. Et donc forcément, ça n'incite pas les jeunes à aller vers ces professions-là. Donc on se retrouve avec très peu de professionnels présents dans les établissements et souvent, malheureusement, de plus en plus des intérimaires ou des personnes qui n'ont reçu aucune formation et qui n'ont obtenu aucun diplôme. Il faut savoir que la protection de l'enfance, c'est l'un des rares domaines dans lequel il n'y a pas de régulation. Donc on n'a pas de normes et de taux d'encadrement. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un diplôme d'État du travail social pour exercer dans les établissements de la protection de l'enfance. Contrairement aux centres de loisirs, aux colonies de vacances, aux crèches, où on a un professionnel diplômé pour tant d'enfants, eh bien, à l'aide sociale à l'enfance, ces règles n'existent pas, ce qui fait qu'on peut se retrouver également avec un professionnel pour 20 ou 30 enfants sans que cela contrevienne à la réglementation. Donc c'est évidemment de très mauvaises conditions pour fournir à des enfants satisfaire en tout cas l'ensemble de leurs besoins. Et cette surcharge dans les établissements, elle est non pas liée uniquement qu'à l'augmentation du nombre d'enfants placés et à de mauvaises conditions de travail des travailleurs sociaux, mais elle est aussi liée à une pénurie de familles d'accueil. Nous, en France, on a eu cette particularité, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, d'avoir énormément axé notre système de protection de l'enfance sur l'accueil familial. Donc on avait une majorité d'enfants placés à l'ASE ou à la DAS à l'époque qui l'étaient dans des familles d'accueil, parce qu'on a cette tradition des nourrices, les mères nourricières, etc., où la grande bourgeoisie envoyait leurs enfants pour que les pauvres les allaitent, si je caricature. Mais c'est un peu ça. Et donc on a cette tradition-là, et elle a perduré dans le temps jusqu'à récemment. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, alors c'est des chiffres de cette année, on a complètement inversé la tendance. On a beaucoup plus d'enfants placés dans des établissements collectifs qu'en famille d'accueil. Et c'est aussi extrêmement préjudiciable parce que toutes les normes internationales, et notamment les normes onusiennes sur les protections de remplacement, donc sur les systèmes de protection de l'enfance dans le monde, considèrent que l'accueil familial est l'accueil le plus protecteur des droits fondamentaux et des besoins fondamentaux de l'enfant. Donc il y a aujourd'hui une nécessité de désinstitutionnaliser notre système de protection de l'enfance pour revenir à des prises en charge qui soient individualisées et au plus proche des besoins de ces enfants-là. Sauf que nos familles d'accueil, pour la plupart, sont très âgées. Je crois que c'est plus de la moitié d'entre elles qui ont déjà plus de 55 ans. Donc on sait qu'elles vont partir à la retraite dans les 3-4 prochaines années.
et elles ont, pour la plupart d'entre elles déjà de toute façon, atteint l'âge légal de départ à la retraite. Donc certaines continuent d'exercer jusqu'à 68 ans, ce qui a été une dérogation rendue possible dans le cadre d'une loi sur la protection de l'enfance qui a été votée qui a été votée en 2022. Donc la protection de l'enfance, d'ailleurs, c'est l'un des rares secteurs qui est aussi extrêmement dérogatoire au Code du travail, puisque on a très peu de normes et de taux d'encadrement, je le disais, mais on a aussi la possibilité de différer l'âge de départ à la retraite bien au-delà de ce que le droit commun permet pour les personnes qui travaillent dans d'autres secteurs. Donc les familles d'accueil font partie de ces professions où elles peuvent travailler jusqu'à 68-69 ans, et tout cela en toute légalité. Donc on a un enjeu aujourd'hui de recruter de nouvelles familles d'accueil, et cela va devoir passer par une vraie réflexion sur leur rôle et leur place dans la société. Pendant longtemps, on a considéré que les familles d'accueil devaient être des femmes, d'abord, avec elles-mêmes des propres enfants, qui plus est mariées ou en couple, et donc ne devant pas exercer d'activités professionnelles autres que leur métier de famille d'accueil. Donc avec une vision quand même assez patriarcale de ce que doit être une famille d'accueil, donc une femme au foyer qui a elle-même des enfants et qui s'occupe des enfants. Et aujourd'hui, évidemment, les choses, elles ont beaucoup évolué dans la société, heureusement. La place des femmes n'est plus la même que celle qu'elles pouvaient occuper dans les années 60-70. Elles sont de plus en plus en activité professionnelle, et donc il faut pouvoir s'adapter aussi à ces réalités-là. Permettre à des personnes, par exemple, qui n'ont pas d'enfants ou des personnes célibataires de pouvoir demander l'obtention d'un agrément pour être famille d'accueil, ou même aux personnes LGBT, puisque les personnes LGBT ont pendant très longtemps et même encore aujourd'hui souffert d'énormément de discrimination dans l'accès à l'adoption, mais également dans l'accès au statut de famille d'accueil. On ne leur a pas reconnu cette compétence pour pouvoir être dans un rôle de suppléance parentale, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Et donc il y a évidemment un gros travail idéologique, un combat à mener dans les services de protection de l'enfance pour faciliter ces procédures-là. Et puis il faudrait également permettre aux familles d'accueil de pouvoir conserver leur emploi initial ou cumuler leur fonction de famille d'accueil avec un autre emploi, en limitant le nombre d'enfants qu'elles pourraient accueillir et les tranches d'âge de ces enfants-là, mais en tout cas de leur permettre d'avoir cette activité professionnelle, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, quand on est jeune, quand on a fait des études ou des formations, qu'on a un emploi et qu'on décide d'être famille d'accueil, ça suppose du coup de mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle initiale et de ne pas avoir la certitude de retrouver du travail quand on fait le choix ensuite de ne plus être famille d'accueil pour l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a un vrai enjeu, c'est des choses assez simples à mettre en place, ça fait des années qu'on le réclame, ça fait des années qu'on ne nous l'accorde pas, mais en tout cas on va continuer. Ouais, merci Elsa. Et puis évidemment, il faut fixer des taux et des normes d'encadrement avec une obligation pour les professionnels de l'aide sociale à l'enfance d'avoir un diplôme. Moi, je n'irai pas aller demain travailler à l'hôpital en me prétendant être médecin sans avoir fait des études de médecine. Donc je ne vois pas pourquoi un travailleur social, un éducateur, une éducatrice pourrait s'improviser éducateur ou éducatrice sans avoir eu de formation et obtenu un diplôme qui vient valider ses expériences et ses compétences. Donc ça aussi, c'est des choses évidemment qu'on réclame avec Marianne notamment depuis très longtemps. C'est des choses qui peuvent se faire par décret. Donc on a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre ce décret pour fixer ces taux et ces normes d'encadrement. Ça n'a jamais été fait, parce que si ces décrets avaient été pris pour fixer ces taux et ces normes, évidemment, il aurait fallu débloquer un budget pour embaucher proportionnellement, enfin pour pouvoir être en conformité avec ces textes, et donc recruter davantage de professionnels pour avoir des taux d'encadrement satisfaisants. On sait qu'aujourd'hui, la pénurie, elle touche, c'est 30 000 postes, un peu plus de 30 000 postes vacants dans le système de protection de l'enfance. Alors quand les enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance, ils ne sont pas confrontés uniquement à ces mauvaises conditions d'accueil, à cette pénurie de professionnels et à cette situation de sureffectif. Si, ils sont pour la plupart dans les foyers départementaux confrontés à ce sureffectif. Je rappelle quand même qu'on a des enfants aujourd'hui qui dorment sur des matelas dans les couloirs de nos foyers parce qu'il n'y a plus de place. Donc un peu comme en prison, on a aujourd'hui des matelas au sol. On a dans certains établissements des taux d'occupation qui peuvent atteindre 140%. Donc évidemment, ça génère énormément de maltraitance.
Et les enfants placés dans des établissements collectifs, malheureusement trop souvent encore aujourd'hui, peuvent être victimes de maltraitance institutionnelle, de maltraitance commise soit entre enfants. On a beaucoup d'enfants victimes de violences sexuelles dont ces violences ont été commises par d'autres enfants, et puis de violences commises par des adultes, je ne dirais pas des professionnels, mais en tout cas des adultes qui exercent dans ces structures sans forcément avoir les capacités pour cela. Ces violences institutionnelles, elles sont très difficiles à mettre en exergue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, j'ai alerté sur une situation, c'était en Seine-Maritime, donc dans le département d'Alma-du-Four, où moi je voyais sur les réseaux sociaux passer toutes les semaines, il y avait un communiqué de la gendarmerie de la police nationale de Seine-Maritime qui lançait un appel à témoignage, un appel à témoins sur des disparitions inquiétantes de mineurs, donc de jeunes filles de 13 ans du foyer départemental de la Seine-Maritime, donc qui avait disparu. Et à un moment, donc, on se pose des questions, parce qu'au bout de 3 semaines, quand on voit 4 disparitions inquiétantes de mineurs du même foyer dans le même département, on se dit qu'il y a quand même un petit sujet. Donc on a demandé avec Alma à ce qu'il y ait rapidement une inspection qui soit conduite pour essayer de voir un petit peu ce qui s'y passait. Et parce que moi, je considère que les enfants ne fuguent jamais par hasard. Fuir une situation, c'est pas quelque chose d'anodin, hein. Ça doit déclencher forcément quelque chose, parce que ces enfants, évidemment, leur vie compte. Donc, du coup, avec Alma, on a demandé cette enquête-là. On ne l'a pas encore obtenue, mais on a découvert quand même qu'une enquête avait été conduite en début d'année sans que personne n'en sache rien. On a découvert que des éducateurs, des personnes qui travaillaient dans cet établissement s'étaient alliés, s'étaient mis en partenariat avec des proxénètes, et donc étaient chargés de faire en sorte que les jeunes filles soient bien conduites avec les personnes qui allaient les exploiter sexuellement dans la ville à côté. On a découvert qu'il y avait des enfants qui ont été violés par d'autres enfants sans que ces enfants n'aient été séparés, donc qui continuent encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, de subir ces violences sexuelles. On a découvert également que les professionnels les privaient de nourriture en guise de punition. Voilà, donc ça, malheureusement, c'est des choses qui se déroulent encore trop souvent, et elles se déroulent notamment parce que le système de protection de l'enfance est très opaque. Peu de personnes de l'extérieur y ont accès. Même les députés, parfois, ne peuvent pas rentrer dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance. Ce ne sont pas considérés comme des lieux de privation de liberté, heureusement. Donc forcément, il n'y a pas un droit opposable pour les députés de pouvoir s'y rendre. Mais du coup, il y a aussi très peu de contrôle. Il y a très peu c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande une instance nationale indépendante de contrôle, donc une autorité administrative indépendante, un peu comme on a pour les lieux de privation de liberté. On a un contrôleur général des lieux de privation de liberté. Moi, j'aurais souhaité qu'on ait un contrôleur général des lieux de placement qui, chaque année, soit chargé d'aller inspecter les conditions de vie des enfants dans ces foyers. Voilà, donc tout ça, c'est des combats pour la rentrée qu'on va essayer de mener, évidemment, avec Marianne et Elsa et les autres. Et je ne désespère pas que ça puisse aboutir, parce que c'est des mesures, honnêtement, qui sont assez simples et qui ne coûtent pas énormément d'argent. L'autre difficulté de cette augmentation du nombre d'enfants placés, c'est qu'aujourd'hui, même, donc je le disais, dans les établissements, il y a énormément de sureffectifs, et donc ça contraint les départements à aujourd'hui placer ces enfants dans des structures qui ne sont absolument pas adaptées à leurs besoins, notamment dans des hôtels, dans des campings ou dans des gîtes. Donc on a des enfants de 13 ans, de 14 ans qui se retrouvent livrés à eux-mêmes aujourd'hui encore dans des structures de tourisme, sans forcément avoir de professionnels à leur côté. Ce qui est dramatique, c'est qu'avec Marianne, c'était en 2022, mais on avait réussi à faire passer une loi en 2022 qui visait à interdire les placements d'enfants dans ces structures-là, parce qu'on avait eu énormément de drames. On a eu des assassinats, on a eu des suicides, on a eu des overdoses, et puis évidemment beaucoup de prostitution. Donc on avait réussi à obtenir gain de cause, alors partiellement. Donc on a une loi en 2022 qui interdit de placer des enfants de moins de 16 ans dans des structures hôtelières. Force est de constater que cette loi, elle n'est pas du tout respectée. Et donc on a encore aujourd'hui des enfants de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans qui sont livrés à eux-mêmes dans ces lieux-là. Mince, du coup j'attends, j'ai plein de trucs. Bon, en gros, donc si je dois, pardon, je suis trop, mais du coup il y aura des questions-réponses. Donc tous les problématiques des enfants placés ne se limitent pas qu'à leur prise en charge, elles vont bien au-delà, elles perdurent même après le placement, puisque
quand leur parcours à l'aide sociale à l'enfance se termine, on a pareil des lois qui ne sont absolument pas respectées, qu'on avait réussi à faire passer en 2022 encore, qui visaient à obliger à ce que les départements proposent une protection à tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui atteignent leur majorité jusqu'à 21 ans. C'est une obligation légale et aujourd'hui cette loi n'est toujours pas respectée, donc on se retrouve avec des enfants qui ont été pris en charge par l'ASE toute leur minorité, toute leur enfance, qui ont énormément de traumas, des problèmes de santé, tu l'as dit, parce que les bilans de santé ne sont absolument pas effectués, on perd 20 ans d'espérance de vie, enfin, je veux dire, on est 4 fois plus susceptible de faire des tentatives de suicide, 4 fois plus susceptible d'être déscolarisé avant l'âge de 16 ans, 4 fois plus susceptible de se taper des dépressions, enfin bon. Donc c'est avec des grosses difficultés, et donc aujourd'hui on jette à la rue encore les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 18 ans, c'est pour cette raison qu'on a 40% des jeunes sans domicile fixe nés en France de moins de 25 ans qui sortent tout droit de foyers et de familles d'accueil. Ça représente une personne sans domicile fixe sur 4 dans notre pays. Donc si on règle le problème de l'aide sociale à l'enfance, on peut faire sortir de la rue déjà une personne sans domicile fixe sur 4, ce qui n'est pas rien. Donc on est surreprésenté dans toutes les couches de la société qui vont les plus mal. Et je voudrais, pour conclure, juste dire quelque chose de très simple, c'est que en fait, ne pas investir, je vais le dire différemment, investir dans l'enfance nous rapporterait 38 milliards de dollars chaque année. Voilà. Aujourd'hui, le coût de ce qu'est notre système de protection de l'enfance, de son incapacité à répondre à sa mission et à protéger convenablement les enfants, nous fait perdre quasiment 1,5 point de PIB. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée dans The Lancet et qui indique que l'absence de prise en charge des enfants victimes de violences dans le cadre d'un système de protection de l'enfance qui soit adapté à leurs besoins nous coûte 38 milliards de dollars chaque année. Donc on pourrait facilement, en protégeant les enfants, leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et on pourrait même faire énormément d'économies à long terme. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Elsa pour nos interventions et Elias aussi pour ce tableau. Effectivement, on n'est pas en train de décrire une situation qui va bien, vous vous en doutez. Hein, je pense que vous n'êtes pas par hasard. Et face à cette situation qui est de plus en plus dégradée, qu'elle concerne les jeunes en protection de l'enfance, les mineurs non accompagnés et dans tout ce long parcours discriminant qu'ils doivent subir, vous vous demandez peut-être que fait la Macronie face à ça. Quelles sont les réponses du gouvernement, des différents gouvernements? Je suis sûre que vous posez la question. Bon, la réponse, vous l'avez, je le sais aussi, c'est qu'ils ne font rien, mais pire. Ils aggravent la situation. Ils aggravent la situation à la fois par des coupes budgétaires, j'y reviendrai, par des politiques néolibérales qui cassent nos services publics, les réseaux de solidarité, les PMI, les foyers de l'enfance. Ils aggravent aussi la situation en instrumentalisant justement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a des conditions matérielles d'existence pour les enfants qui se dégradent année après année, avec des phénomènes effectivement de délinquance et qui sont très fortement instrumentalisés par la Macronie, la droite, mais aussi les fachos. Et dans la séquence qu'on vient de vivre, vous avez vu comment il y a des points de convergence très forts, mais vraiment très très forts, entre ce que peut raconter Emmanuel Macron et ce que peut raconter Marine Le Pen. Et c'est-à-dire que c'est des points de convergence dans le discours, mais dans le programme. Et ça a été abordé un petit peu sur notamment l'enfance dangereuse, comme on l'appelait avant, mais qu'on revoit encore, qu'on entend maintenant dans les discours des politiques, qui est ni plus ni moins qu'une enfance en danger, on le redit, en tout cas c'est ce que nous on prône et on s'appuie évidemment sur l'ordonnance de 45, mais on voit vraiment une instrumentalisation. Voilà, la réponse à ce que montrent les enfants, c'est la répression. Et ça, c'est tout un glissement qu'on observe année après année du côté du pouvoir. Et on l'a vu notamment avec la question de discipliner la jeunesse. Tu as parlé de ce qui s'est passé effectivement dans les mouvements, et on le voit dans les mobilisations de jeunesse. Hein, la répression, elle est de plus en plus féroce. Mais on le voit aussi avec des instruments comme le SNU, qui coûtent énormément d'argent, mais qui vise à mettre au pas une jeunesse qui serait déviante, qui irait vers les mauvais chemins. Mais on le voit aussi dans les discours vis-à-vis des parents, et pas les familles monoparentales d'une part, mais les parents en général, avec les sanctions qu'on commence à voir arriver, qu'elles soient sur les logements sociaux, mais des sanctions monétaires, économiques. Et puis il y a la justice des mineurs, le fait de punir encore plus fortement les mineurs. Et
ça, c'est des choses qui s'accélèrent et ça allait encore plus vite depuis les révoltes urbaines suite à la mort de Naël. Le discours s'est fortement libéré. On a eu à l'Assemblée Dupond-Moretti qui nous a expliqué comment éduquer des enfants. On a donc le président qui veut réarmer, qui veut redresser les jeunes. Et on le voit qu'aujourd'hui, dans les dispositifs qui existent, on va mettre beaucoup plus en avant la réponse pénale, c'est-à-dire la sanction et la punition, plus que l'éducatif et l'accompagnement. Et le glissement il est encore plus grave, c'est que la réponse, elle se fait maintenant beaucoup plus sur l'incarcération, donc les peines de prison, que sur d'autres mesures qui existent aussi en protection judiciaire de la jeunesse, qui sont des sanctions, mais qui sont une alternative évidemment à la prison. Et on le voit d'ailleurs sur l'augmentation, par exemple, des durées d'emprisonnement des mineurs. On était à 9 mois en 2020, on est à 9 mois en 2020, alors qu'en 2010, c'était 5,5 mois. Donc les jeunes mineurs passent plus de temps en prison. Ce qui a une conséquence du nombre d'enfants détenus aujourd'hui dans notre pays et des conséquences, par exemple, en début de semaine, nous avons un jeune de 16 ans qui s'est pendu dans sa cellule en prison. Donc on a des conséquences très concrètes sur les questions d'emprisonnement des enfants. Évidemment, ça ne règle rien sur les causes aujourd'hui de pourquoi il y a des actes de délinquance délictueux qui sont posés par des jeunes qui sont soit en difficulté ou pour d'autres raisons. Et l'accompagnement qui était l'existant, en tout cas le socle de la protection judiciaire de la jeunesse, est de plus en plus compliqué à être mené. Et la dernière nouveauté qu'ils nous ont trouvée au milieu de l'été, par un gouvernement qui gère les affaires courantes et qui est démissionnaire, c'est de supprimer 500 postes dans la PJJ. Donc 500 postes d'éducateurs qui sont là pour accompagner des enfants qui ont eu des comportements délictueux, qui sont passés devant un juge et qui ont besoin justement d'être accompagnés vers effectivement des fois des sanctions, mais aussi de l'éducatif. 500 postes, c'est une saignée énorme dans un service qui va déjà très très mal. Et ça c'est fait alors qu'ils n'ont aucun mandat pour le faire. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont démissionnaires, ils gèrent les affaires courantes et supprimer des postes, pour eux c'est une affaire courante. Et donc, c'est des choses qui ont des conséquences aussi sur comment la jeunesse perçoit aussi les adultes aujourd'hui. Et le rapport qu'il y a entre les adultes et les jeunes se dégrade fortement. Et on le voit, nous, en tant qu'éducateurs, éducatrices, on est maintenant perçu que dans le côté répressif et plus du tout dans le côté éducatif, ce qui est pourtant la base de comment on accompagne un enfant. Et Gabriel Attal, lui, il a vraiment mis au travail tout cet aspect répressif avec, tu l'as dit, et ça a été dit, mais la question de l'ordonnance de 45 et le fait de pouvoir passer en comparution immédiate à partir de 16 ans et surtout de pouvoir enlever cette excuse de minorité qui n'est pas en plus un terme juridique. Hein. Dans le code pénal, il n'y a pas à marquer excuse de minorité, il y a des allègements de peine qui sont prévus par la loi et qui sont à disposition du magistrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, un magistrat peut aussi dire les faits sont tellement graves que je n'utilise pas cet allègement de peine et vous prenez une peine dite d'adulte. Donc c'est vraiment un discours tout à fait populiste qui vise vraiment à enclencher un discours, une instrumentalisation de faits de société auxquels ils n'ont aucune envie d'apporter de réponse parce qu'évidemment ça coûte de l'argent de pouvoir remettre en place un système éducatif, que ce soit l'école, mais que ce soit aussi la protection de l'enfance et tout ce qui fait que les conditions de vie se dégradent. Et donc ils font des choix et là par exemple leur nouveauté c'est de construire 22 nouveaux CEF. Alors les CEF c'est les centres éducatifs fermés, donc c'est des lieux qui sont surtout pas pleins du tout, mais c'est des lieux qu'on dit alternatives à la prison, donc c'est des lieux quand même de privation de liberté évidemment, mais qui sont encadrés par des professionnels du travail social, donc notamment de la PJJ. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les CEF, on ne sait pas du tout si c'est efficace. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, j'imagine que vous aussi. Mais surtout, la Cour des comptes a dit, en fait, il faut arrêter d'en faire parce qu'en fait, on ne sait pas du tout si ça marche pour aider des enfants, leur permettre de reprendre un chemin de vie normal. Et surtout, ça coûte énormément d'argent et on est incapable de les remplir. Donc les CEF, c'est un prix de journée qui est complètement délirant. Quand on voit un prix de journée pour accompagner un mineur non accompagné qui est vraiment une misère, c'est vraiment le low cost de la protection de l'enfance, et à côté, nous avons le bling-bling de la protection de l'enfance qui est le CEF, et on est incapable de dire si ça fonctionne. Et là, ils sont encore dans leur délire, oui, clairement, répressif de construire 22 CEF de plus. Et ça, c'est ce que dit le Rassemblement national, d'ailleurs, dans son programme. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et en fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'effectivement, la délinquance des mineurs, elle existe, elle a existé avant, donc ce qu'on disait, c'était les mineurs dangereux, mais elle baisse. Et ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur qui le disent. La délinquance des mineurs, elle est de moins en moins importante depuis plusieurs années. Par contre, il y a une chose qui augmente, c'est les violences faites aux mineurs. Et ça, c'est pas du tout traité.
C'est-à-dire que le nombre de faits de violence sur des mineurs, que ce soit dans l'environnement familial, dans les foyers, à l'école, avec le harcèlement scolaire, avec l'inceste, tout ça augmente année après année. Et à côté de ça, la délinquance des mineurs, elle va baisser. Et pourtant, dans le récit, dans le discours politique, on se focalise que sur un aspect, qui est celui qui est en train de diminuer, plus que celui qui est en train d'augmenter et qui crée réellement, là, pour l'avenir des jeunes, des vrais dangers. Et ça, c'est vraiment un glissement vers l'extrême droite qu'on observe du côté de la Macronie sur cette vision de ce qu'est l'enfance, de ce que sont les droits des enfants. Les chiffres, ouais, c'est 2023, hein, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur qui expliquent que ça a baissé de 3,6% cette année, et donc c'est une baisse constante depuis 2018. Donc c'est important. Par contre, il y a une chose qui augmente dans la délinquance des mineurs, c'est le taux de récidive. Ce qui montre franchement que les réponses pénales, et notamment celles de l'incarcération, sont totalement inefficaces, parce que la seule chose qui va augmenter dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est l'effet de récidive, le fait de recommencer des délits, soit plus graves ou les mêmes, et donc souvent en sortie de prison. Donc on a vraiment un dispositif qui n'est absolument pas une réponse adaptée, qui est coûteuse en plus. La prison, ça coûte cher, c'est une fausse réponse, et surtout qui ne fonctionne pas sur les jeunes tels qu'ils sont aujourd'hui dans leurs difficultés. Et donc, on a plus un État qui, au lieu de prendre le problème à la racine de ce que vivent les enfants dans notre pays, va plutôt instrumentaliser pour des raisons électorales. Et là, on l'a très bien vu dans la dernière séquence électorale, avec vraiment un discours à la fois sémantique, mais aussi programmatique, qui glisse, mais vraiment à une vitesse affolante, vers ce que nous proposait l'extrême droite encore aujourd'hui. Et donc, je voulais juste dire ça parce que je pense que c'est vraiment une des bascules qui fait qu'on a un énorme travail à faire au niveau politique. Pour nous, la meilleure réponse à ce qu'on observe de notre société et de ce qui se passe dans cette jeunesse et dans l'enfance, c'est la prévention. Et ça, c'est aussi un angle mort des politiques macronistes depuis plusieurs années, c'est comment ils ont explosé en fait tous les dispositifs de prévention. Ça marche aussi quand on parle de l'hôpital, hein. Tout ce qui existe en prévention de santé, c'est mieux que de faire du curatif. Et pour les jeunes, pour les enfants, il est mieux d'agir le plus tôt possible et d'avoir des dispositifs de repérage, de prévention, notamment avec les PMI, pour accompagner les familles monoparentales dans leur parentalité et éviter justement des actes de violence et des mises en danger des enfants. Il faudrait renforcer réellement les services de prévention. Et ça, c'est absolument pas du tout ce qui est en train de se passer. On le voit d'ailleurs avec ce que tu disais sur le numéro du 119, c'est-à-dire qu'on a quand même avancé sur ce qu'est les violences faites aux enfants, ce que sont les violences faites aux enfants. Je rappellerai qu'il y a quelques décennies, on pensait que par exemple un bébé ne ressentait pas de douleur. On était encore dans ce truc-là où la médecine, qui est très patriarcale, alors le corps des femmes, on était très mauvais, mais alors le corps des enfants, c'était vraiment un tube qui mangeait et digérait et puis n'avait pas de douleur. Donc c'est pour dire à quel point on a quand même évolué sur ce que ça veut dire des violences, quels sont les effets sur le développement psycho-affectif de l'enfant, qu'est-ce que ça crée dans l'âge adulte et tout ça. Par contre, on est incapable de savoir accompagner. Et ce numéro du 119, moi je trouve qu'il illustre réellement le danger de la Macronie, c'est-à-dire on va nous faire des grandes campagnes de pub pour dire aux enfants, appelez le 119, aux familles, aux instits, appelez le 119 quand vous pensez qu'il y a un enfant qui est en danger. Le problème, c'est que ça va tellement mal dans le secteur social et dans la protection de l'enfance que le 119, il est dysfonctionnant. Il ne fonctionne pas comme il devrait, c'est-à-dire qu'il y a un taux de non-réponse qui est tellement important que quand vous voulez appeler à l'aide, quand vous êtes un mineur qui veut appeler à l'aide, en fait, on ne vous rappelle pas forcément. Alors, ils priorisent les enfants maintenant, ils ont mis des dispositifs en place, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire fonctionner correctement ce numéro-là. Et pour le faire fonctionner, il faut des professionnels. Et ça, c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui dans tout ce qui concerne le champ de l'enfance, c'est un manque criant de professionnels diplômés, et ça c'est important, tu l'as dit, de gens qui ont eu des formations et qui ont eu un diplôme pour à la fois être dans le repérage, dans l'accompagnement des enfants. Et on le voit d'ailleurs même dans la médecine aussi, dans la pédiatrie on a le même problème, dans la justice des mineurs on a le même problème que pour les juges des enfants, parce que ce sont, dans tous les secteurs, les métiers qui concernent les enfants, ce sont les métiers les moins bien rémunérés. Ça se voit, je vous dis, un pédiatre est moins bien rémunéré qu'un autre médecin spécialisé à l'hôpital. Et des éducateurs spécialisés sont beaucoup moins bien rémunérés pour des diplômes égaux dans d'autres secteurs. Et tant qu'on n'aura pas une vraie augmentation de salaire pour les travailleurs sociaux, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est-à-dire une vraie revalorisation salariale, on aura un problème pour recruter des gens. On aura un problème pour donner envie de faire ce travail-là. Ça, c'est une certitude. Tu parlais de combien gagne un éduc. C'est une catastrophe de se rendre compte que c'est un travail qui est
qui demandent un investissement humain extrêmement important, des horaires qui sont très compliqués à gérer au quotidien. Et pourtant, on est payé à peine au-dessus du SMIC quand on est dans le public. Enfin, c'est pas possible de continuer comme ça. Et donc, on ne peut pas dire venez travailler en protection de l'enfance, venez travailler dans le 119, écouter toute la journée des appels au secours et ne pas pouvoir les traiter. Ça ne marchera pas. Sauf que faire la promotion d'un numéro d'urgence quand personne ne répond, c'est envoyer un coup encore aux enfants. C'est pire que tout. Et donc, nous, on a alerté au niveau budgétaire pour qu'il y ait vraiment un sursaut budgétaire sur les politiques de l'enfance. Évidemment, vous doutez bien que ça ne s'est pas passé comme ça. 49.3 sont passés par là et ont fait que tout ce qu'on avait réussi à obtenir en commission pour améliorer, alors c'était vraiment à la marge, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on avait réussi à obtenir des choses, mais des petites miettes qui auraient permis en tout cas d'améliorer un petit peu tout ça, c'est un 49.3 qui arrive et qui balaye tout ça. Pardon ? Et pour la première fois, voilà, le budget alloué au niveau de l'État pour le dispositif, la protection de l'enfance, cette enveloppe budgétaire-là, a baissé. Donc on a à la fois un discours, et tu parlais des ministres de l'enfance dont on se rappelle peu le nom. Alors nous, il y en a un qu'on a bien noté dans notre tête, c'est Charlotte Cobel, qui a été ministre de l'enfance, secrétaire d'État de l'enfance jusqu'à janvier dernier. Et qui a fait toute une opération de communication sur les réseaux sociaux avec un hashtag Nos enfants pour nous expliquer à quel point elle était au travail et tout ça. Bon, c'est le pire moment, en fait, je crois, de la politique de protection de l'enfance, avec des budgets en baisse, des enfants qui se suicident dans des hôtels parce qu'elle n'a pas pris le décret qui vise à interdire les hébergements hôteliers pour les enfants placés. Et donc, on a vraiment, depuis plusieurs années, une Macronie en fait, qui enfonce la protection de l'enfance et qui instrumentalise ces difficultés pour aller faire une politique qui drague le Rassemblement national. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc, face à ça, je vais essayer de conclure vite pour qu'on ait des temps de questions. Face à ça, on a une alternative, on l'a dit, que ce soit évidemment la France Insoumise avec ce livret enfance, mais aussi avec ce programme qu'on a co-construit avec le nouveau Front populaire qui poser des mesures, alors évidemment pas suffisantes, on va se le dire, hein, parce qu'on ne peut pas en 10 jours pondre le programme qui va tout changer, mais depuis qu'on travaille à tout ça, on a énormément de propositions et qu'on va vraiment porter là dès la rentrée, dès qu'on a le petit espace pour le faire, mais on a des niches parlementaires dans nos groupes, on a les semaines de l'Assemblée, on a des outils quand même pour essayer de faire entrer dans l'Assemblée des changements, des textes de loi. Tu as parlé d'un qui me semble extrêmement important avec les revalorisations salariales, c'est les taux énormes d'encadrement. Lies l'a dit, c'est un scandale. Vous emmenez votre enfant à la crèche ou en colo, il y a quelque chose qui dit, il y a un texte qui dit il faut tant d'adultes pour tant d'enfants. En protection de l'enfance, il n'y a rien qui régit ça. C'est-à-dire qu'on peut être, moi ça a été mon cas dans mes premiers remplacements, un adulte pour 14 enfants avec des troubles du comportement et on est tout seul et on se débrouille. On ne fait pas de l'accompagnement, on fait du gardiennage et c'est tout, quoi. Il y a les seuls taux énormes qui existent, c'est en pouponnière, mais ils datent quand même de 1974, donc autant vous dire qu'on pourrait les revoir parce qu'ils ne sont absolument pas adaptés. Et un petit mot sur la pouponnière du centre de l'enfance de Clermont-Ferrand, où la commission d'enquête s'était rendue. On a vu des choses qu'on lisait dans les orphelinats. Enfin, c'est des conditions, et c'est là où moi j'ai travaillé, que moi je n'avais pas connu, et en 2 ans ça s'est dégradé très fortement, mais des professionnels qui tiennent je ne sais pas comment, dans des conditions comme ça, et des enfants qui développent des troubles beaucoup plus massifs que s'ils étaient chez eux. Et c'est ça qui est insupportable. C'est qu'on est tout évidemment convaincu qu'un placement, il est nécessaire, utile, indispensable pour un enfant quand il est en danger chez lui. Mais s'il est délétère pour son développement, on a tout loupé. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans des pouponnières. Donc c'est 0-3 ans, donc c'est des tout petits qui sortent de maternité pour la plupart. Et on est en train d'observer ça dans la France entière, des troubles qui sont massifs et qui vont handicaper à vie ces enfants et qui peuvent évidemment conduire aussi à la mort. Enfin, c'est des choses qui existent. Quand ce n'est pas des enfants qui patientent à l'hôpital de Nantes en pédiatrie parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Donc vous voyez qu'on a vraiment une régression très massive et on a besoin de taux d'encadrement pour réattirer des professionnels qui aient envie de faire ce métier, mais dans de bonnes conditions pour faire correctement leur travail. Et ça, c'est 1,5 milliard. On le sait, c'est chiffré, il est rédigé, il est prêt le décret. Hein. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste qu'il y ait un gouvernement, et c'est pour ça qu'on a hâte que Lucie Castet arrive en première ministre pour nommer des ministres compétents en protection de l'enfance. Parce que, autant vous dire que, je vous parle de ce décret, mais on en a plein. On a plein de... tout est prêt. Hein. Enfin, je veux dire, Lucie Castet arrive, on a la liste de tout ce qu'il faut faire passer très vite pour améliorer
rapidement, urgemment, la protection de l'enfance, mais ça passe par des choses qui peuvent paraître très anecdotiques, mais par exemple, abroger Parcoursup. D'un point de vue général, on est tous d'accord, mais dans les métiers du social, c'est une urgence absolue, parce que depuis que Parcoursup existe dans les IRTS, on a vu un changement, mais radical du profil des professionnels et de l'attractivité en fait des écoles. C'est une catastrophe, et ça, abroger Parcoursup, c'est pas compliqué à faire, ça coûte pas d'argent en plus, donc ça, c'est vraiment une mesure immédiate. Il faut évidemment appliquer les lois, et ça c'est un truc aussi de se rendre compte que s'il y a un endroit, enfin un secteur, un champ dans la vie politique où les lois ne sont pas appliquées, c'est celle qui concerne les enfants. Et ça c'est assez dingue de se rendre compte, la loi de 2022 l'incarne très bien, c'est que les décrets d'application, quand il faut nous faire bosser 2 ans de plus avec la réforme des retraites, c'est pris dans la nuit. Interdit, voilà, loi asile immigration, ils l'ont fait encore, là ils ont mis les derniers décrets pendant qu'ils sont démissionnaires en affaires courantes. Par contre, faire en sorte qu'il n'y ait plus un gamin qui soit à l'hôtel, comme ça a été le cas dans mon département où Lily, 15 ans, s'est suicidée parce qu'elle était dans un hôtel toute seule, sans accompagnement. Ça a pris plus de 2 ans. Il a fallu qu'une gamine encore se suicide pour qu'ils rédigent un décret, mais qui est tout pourri en plus. Ils ont fait un décret très à la marge, qui ne fait pas grand-chose d'amélioration, mais bon, il a le mérite au moins de pouvoir faire des contrôles après. Donc il faut vraiment qu'on reparte sur toutes ces améliorations qu'on porte, qu'on essaye de faire passer partout. Mais il faut surtout, et je finis là-dessus, il faut des budgets en fait. Il faut réussir à remettre aussi, il faut qu'on investisse dans ce que tu disais. En fait, l'inaction, elle va coûter beaucoup plus cher que de l'argent dont on a besoin immédiatement pour améliorer la vie de tous ces enfants, de tous ces futurs adultes, parce qu'on le dit, ça paraît toujours très gnangnan de le dire, mais en fait, les enfants, c'est les adultes de demain, et c'est la société de demain aussi, quelle société on veut construire. Et la façon dont on traite les enfants me fait très peur pour la société de demain que nous aurons. Et donc, c'est une véritable bataille à continuer. Elle se fait évidemment à l'Assemblée, mais elle se fait aussi par vous toutes et tous, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un changement culturel. On a réussi sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides, à mettre en mouvement une société, à avoir des MeToo, à parler de ce qu'étaient les violences faites aux femmes, à dire ce qu'est le patriarcat, et à faire en sorte que il n'y ait plus de silence là-dessus. Mais c'est la même chose que les enfants. D'ailleurs, le problème est le même, c'est aussi le système patriarcal qui oppresse les droits des enfants et qui fait qu'on s'en fiche dans la vie politique et publique. Et il faut exactement le même mouvement. Et ça, évidemment, on pourrait dire c'est aux concernés. On n'a pas demandé aux mômes de 3 ans d'aller dénoncer leurs conditions d'accompagnement et d'accueil. C'est à nous, en tant qu'adultes, de créer aussi cette mise en mouvement, de dire que les droits des enfants, ce n'est pas accessoire. Ce sont des droits comme tout le monde, comme tous les adultes, et qu'il y a la domination qu'exercent les adultes sur les enfants tire ses racines du système patriarcal dans lequel on vit, et qu'on a une véritable bataille pour continuer ce qu'ont commencé les associations et les militantes féministes pour emmener aussi sur les droits des enfants. Je voulais finir là-dessus. On a encore quelques minutes pour avoir des questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir été attentifs à cette conférence. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Attends, je ne sais pas qui parle, vas-y. Ah oui. Ouais, bonjour, déjà, je voulais vraiment vous remercier de parler de tout ça. Je suis assistante sociale au milieu scolaire auprès de collégiens, lycéens, enfin tout ce que vous avez déroulé, tout, oui, c'est la cata. Moi, je suis dans le département de Loire-Atlantique où là, c'est 2 ans minimum pour n'importe quelle mesure. Et je suis totalement d'accord avec la conclusion et les perspectives, c'est-à-dire la prévention, le changement culturel sur la vision de l'enfant. Et j'aurais bien aimé que vous détailliez dans les propositions, hormis la PMI, quelques exemples de ce qu'on peut faire en prévention. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation hyper détaillée, hyper intéressante. Vous m'entendez ? Ok. Oui, donc merci encore pour votre présentation. Moi, je suis psychologue clinicien en fonction publique hospitalière. Je me posais un petit peu la question, donc effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec vous sur la question de la prévention et du truc le plus important, c'est de pouvoir offrir en fait aux enfants un cadre sécurisant où ils se sentent en confiance, etc. Mais justement, vous parliez beaucoup des parcours de vie traumatiques qu'ils peuvent avoir. On sait bien que plus on est jeune et plus l'impact des traumatismes et de ce qu'on peut vivre de négatif, ça a un impact sur le long cours avec, vous l'aviez évoqué, les tentatives de suicide, les suicides aussi, et puis toutes les problématiques de santé mentale. Je me demandais un petit peu ce que vous aviez prévu éventuellement aussi de ce côté-là
sur le versant, peut-être pas uniquement psycho, mais d'une manière générale, sur aussi cet aspect, on va dire, de prise en charge aussi en accompagnement et en curatif, mais pendant que les enfants sont encore enfants. Voilà. Je ne sais pas si ma question était claire. Merci. Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Merci aussi de votre présentation qui était très détaillée, très intéressante. Moi, je suis conseillère principale d'éducation en lycée professionnel, donc je constate effectivement une augmentation massive des prises en charge, puisque moi, j'ai un répertoire téléphonique pour mes éducateurs, je dois appeler régulièrement. Ça devient vraiment des interlocuteurs quotidiens, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un constat. J'ai fait aussi le constat en tant que maman d'un enfant autiste sévère que je constate qu'effectivement les services sociaux n'interviennent pas forcément quand les enfants sont en danger, mais quand on a des parents dont l'enfant n'est jamais pris en charge depuis 7 ans, qu'il est à la maison avec nous et qu'on est en fatigue et en souffrance, on vient vers nous, les services sociaux, donc on se ramasse des enquêtes, on se ramasse le juge des enfants, on a eu un non-lieu, mais ça a été quand même une souffrance pendant 18 mois. Et en tant que candidate NFP-LFI pour les Vosges, ça a été très dur chez nous. Donc j'ai eu aussi, j'ai retrouvé dans vos propos le discours du RN effectivement par rapport à l'enfermement des jeunes. Donc ça a été un échange assez virulent avec notre candidat RN de secteur. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Pour ma part, je m'intéresse aux questions je m'intéresse beaucoup à la question de la domination adulte, mais plutôt sous un angle philosophie politique. Et du coup, Liès, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Et si les enfants votaient ?» Et tout à l'heure, Elsa Faucillon, vous évoquiez le fait que les enfants ne sont pas vraiment considérés comme des sujets de droit dans les faits et qu'il faudrait peut-être réfléchir à la question de comment les intégrer. Comment les considérer comme des acteurs sociaux. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que politiquement, on pourrait réfléchir à des moyens d'intégrer les enfants dans le processus démocratique? On peut penser au droit de vote, mais il y a peut-être d'autres manières aussi de le faire. Je pense que le droit de vote, on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça, peut-être. Mais voilà, je pense que ça peut être... comment dire, si on veut vraiment écouter les intérêts des enfants, si les enfants peuvent avoir un droit à la parole, un espace de parole et surtout d'écoute et puis engager un certain rapport de force parce qu'en tant qu'adulte, c'est plus nos intérêts. Voilà, je pense que la démocratie est un réel enjeu dans cette question-là aussi. Toute petite, vas-y. Merci, jeune homme. Voilà, professeur d'école, j'ai pas mal bourlingué, donc la misère, je l'ai vue dans les bidonvilles, je la vois ici pareil. Donc là, maternelle, CM2, j'étais en CM2 les 15 dernières années. J'étais directrice, formatrice, enfin j'ai fait tout le tour de l'éducation nationale, intramuros, avec ma conviction de servir dans le public. Signalement, resignalement, re-resignalement. Les parents, s'ils ne me donnent pas l'autorisation pour entrevue, avec le psy, avec le toubib scolaire, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est bien ma question. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'agent de la fonction publique? Il y a des tas de jeunes profs qui me demandent. Hein. Je suis un peu devenu un petit phare qui clignote comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais prendre et puis dans les propositions, hein, tu as interrogé sur les propositions, donc quelques-unes qui me viennent, donc évidemment le fait que les bilans de santé, des vrais bilans de santé pour tous les mômes qu'on accueille sur le volet santé physiologique, santé psychique, mais avec un truc un peu costaud et un dossier de santé qui suit l'enfant pendant tout son parcours, hein, lorsqu'il est placé. Y compris qu'il puisse ensuite en avoir qu'il puisse avoir la main dessus, c'est son dossier de santé. Mais ça me semble extrêmement important, y compris dans le cadre de parcours qui sont un peu
parfois qui ne sont pas dans les mêmes structures, etc. Et que donc il puisse y avoir ce suivi-là, ça me semble assez décisif. Bien sûr, on n'a pas que cette question du corps, mais je crois aussi, et c'est un deuxième truc qui me vient parce qu'on n'en a pas parlé, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de ce qui peut être la vie normale de tous les autres enfants. Les activités sportives, les activités culturelles, les vacances, et qu'elles se fassent, et ça vraiment c'est dans le cadre de mes auditions que je l'ai ressenti de manière très forte, qu'elles puissent se faire avec d'autres enfants et pas seulement ceux qu'on emmène depuis le foyer ASE et qu'on emmène sur la colonie de vacances entre enfants de l'ASE. Nul doute que parfois ça peut être très important qu'ils se retrouvent dans des groupes de parole, etc. Mais que finalement ils puissent aussi sortir de ce quotidien-là. Donc ça me semble assez important. Et ça, pour le coup, en plus, vraiment, c'est... quand on disait, il y a des trucs qui coûtent très cher, mais ça, à la limite, vraiment, on est sur des dispositifs qui doivent se développer, qui peuvent être mis en place dans des villes. Moi, je sais que dans ma ville, sur les colos des villes, il y a les mômes de l'aide sociale à l'enfance. Il n'y a pas une colo spéciale pour les mômes de l'aide sociale à l'enfance. Et puis après, je suis sûre que l'IS va y revenir, mais il y a la question de la présence de l'avocat pour les enfants lorsqu'ils sont en assistance éducative. Et c'est aussi un changement de paradigme quand vous me posiez la question justement sur l'enfant, comment il prend sa place. Le fait qu'il puisse à tout âge, enfant, bénéficier d'un avocat, ça me semble déjà lui conférer une place, un droit auquel... finalement, aujourd'hui, il y a cette sorte d'hypocrisie qui vient expliquer que le juge pour enfants, il prend la place et du juge et de l'avocat. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut avoir un juge des enfants qui n'est effectivement pas tout à fait la même place que le juge en pénal pour les adultes. Ça, au contraire, c'est important et ça fait partie de notre héritage à conserver. Mais en revanche, le fait qu'il ait un avocat... Après, comment ils sont des acteurs sociaux à part entière, je crois beaucoup à la question démocratique à partir du moment où elle n'est pas un gadget. Mais je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça, mais de penser leur participation dans la société. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un fil directeur, finalement, qui soit considérons-les d'abord comme des acteurs sociaux à part entière, même si il ne faut rien retirer de la spécificité et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais je pense qu'on est capable... franchement, d'avoir cette pensée complexe, c'est-à-dire à la fois considérer que le temps de l'enfance, il a un temps de vulnérabilité plus important, qu'il a des droits spécifiques et des droits supérieurs, et qu'à la fois, on peut le considérer comme un être humain qui est non pas un mini-adulte, mais un être humain en devenir. Je pense que ça, on est tous capables de le concevoir, que la société est capable de le porter. Après, franchement, quel défi, quoi. Parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une élection qui est volée, un président de la République qui continue d'exercer avec un gouvernement démissionnaire dont le Premier ministre est aussi le président du groupe à l'Assemblée nationale, qui n'a pas de majorité, mais qui continue de se penser comme tel, c'est sûr que la démocratie des enfants, c'est un sacré sujet. Moi, je pense que c'est un vrai, très, très beau sujet et qu'il faut le prendre comme tel, mais il faut qu'on soit ambitieux. Juste parce que c'est une phrase que j'adore dans ces moments-là, c'est juste pour la penser un peu en positif. Il y a Yasmina Khadra qui dit une société se distingue à la fougue de sa jeunesse, elle se renouvelle grâce à la fraîcheur et à l'insolence de cette dernière. Je pense que ça pourrait faire un bon leitmotiv pour penser l'enfance et la jeunesse dans notre société. Non, sur la santé des enfants placés, donc il faut savoir que 49% des enfants placés ont un trouble psychique. Donc c'est 4 fois plus que la moyenne nationale, pour les personnes en population générale. Et ce qui est assez préoccupant, c'est qu'en 2016, on avait réussi à faire voter une loi sur la protection de l'enfance qui visait à rendre obligatoire le fameux bilan de santé dont parlait Elsa, donc qui n'est pas qu'un bilan qui touche vraiment à tous les aspects de la santé d'un enfant, donc les dents, l'ophtalmo, la santé mentale, etc. Et ce bilan de santé, malheureusement, il n'est effectué que dans 28% des départements en France. Donc c'est trop peu. Il doit être fait systématiquement à l'entrée de l'enfant dans le dispositif de protection de l'enfance, dans un délai qui est prévu par les textes, donc dans un délai de 6 mois. Et les départements ont également l'obligation, depuis 2016, d'avoir un médecin référent protection de l'enfance, donc qui soit clairement identifié par toutes les équipes, pour coordonner un réseau de soins sur le territoire et permettre une meilleure coordination de tous les acteurs qui vont être amenés à soigner l'enfant. Et donc ce médecin, il y a 43% des départements qui n'en ont toujours pas.
Donc 2016, on est en 2024, voilà, ça va mettre encore énormément de temps. Donc ça, typiquement, c'est un exemple supplémentaire de l'inapplication des lois aujourd'hui par les collectivités territoriales. Ce qui est très difficile, c'est qu'il y a peu de voies de recours. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que voilà, on plaide depuis très longtemps maintenant pour que chaque enfant ait la possibilité de pouvoir être assisté d'un avocat. Aujourd'hui, le code de procédure civile et le code civil ne le permet pas, puisque pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, il faut être préalablement reconnu comme étant discernant. Il n'y a pas de seuil d'âge de discernement pour bénéficier d'un avocat. Donc c'est une notion qui s'évalue individuellement et de manière très, très différente d'une juridiction à une autre. Un enfant de 8 ans peut être reconnu discernant et un enfant de 13 ans dans une autre juridiction pourra ne pas l'être. Donc nous, on veut faire sauter cette barrière du discernement et permettre à tous les enfants, même ceux qui ne sont pas dotés de parole, la possibilité de parler, de pouvoir avoir cet avocat-là. Pourquoi ? Parce que justement, depuis des années, on a un certain nombre de textes qui sont opposables, on a réussi à obtenir de nouveaux droits pour les enfants placés sur plein d'aspects différents, et faute de pouvoir les faire appliquer, les enfants ont très peu de voies de recours, donc ils peuvent en parler avec leur juge des enfants quand ils vont en audience pour renouveler leur placement, sauf que le juge des enfants n'est pas le juge d'application, donc il n'a aucun pouvoir sur l'administration et sur l'aide sociale à l'enfance, donc du coup il n'a pas la possibilité de leur imposer l'exécution d'une mesure, et un mineur n'a pas la capacité juridique pour saisir de lui-même le tribunal administratif. Donc, bon, voilà. Donc la présence d'un avocat permettrait d'avoir un professionnel du droit qui soit à ses côtés et qui soit en capacité de pouvoir formuler tout un tas de demandes aux différentes instances judiciaires pour faire en sorte que ces droits soient respectés. Les enfants ont le droit, par exemple, de faire appel, enfin les enfants discernants ont le droit de faire appel de toutes les décisions qui les concernent. Sans avocat, c'est extrêmement complexe aujourd'hui d'aller en cour d'appel et d'aller demander à ce que la situation soit réexaminée. Donc de facto, on a donné des droits aux enfants, mais on ne leur a pas donné la possibilité de les faire valoir et de les faire appliquer. Donc pour moi, c'est vraiment une étape supplémentaire. Et l'avocat aurait une autre vertu, c'est qu'il permettrait à l'enfant, au-delà d'obtenir une meilleure connaissance de ses droits et de pouvoir faire des démarches pour les faire respecter et appliquer, ça lui permettra d'avoir un interlocuteur qui ne soit là uniquement que dans la perspective de défendre ses intérêts, et donc à qui il pourrait s'adresser s'il était amené à subir des violences institutionnelles ou des maltraitances dans les lieux de placement qu'il fréquente. Et je finis sur une autre, parce qu'il y a eu plein de questions. Là-dessus, il y a un truc très simple, parce que j'en parle à chaque fois, mais du coup je le redis. Il y a un truc très simple que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de devenir parrain ou marraine. Alors c'est un peu des termes qui peuvent effrayer parfois parce qu'on a l'image du parrain, de la marraine qui envoie la carte postale ou le chèque une fois par mois, mais ce n'est pas ça. Le parrain ou la marraine de proximité, c'est vraiment... être parrain ou marraine de proximité, c'est un engagement important. C'est passer du temps avec un enfant placé toutes les semaines, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois en fonction de vos possibilités, et de créer un lien affectif durable avec lui, de l'intégrer même à sa propre famille, de lui faire bénéficier de son réseau social, parce que c'est vrai que quand on a une vie très institutionnalisée et qu'on sort de l'aide sociale enfance, qu'on a fait 15 familles d'accueil différentes, qu'on a changé 15 fois d'établissement scolaire, en fait il reste peu de choses de l'enfance à l'âge adulte et le réseau social est manquant, donc ça c'est un facteur de vulnérabilité supplémentaire parce que du coup pas de réseau social, l'isolement est beaucoup plus important, et donc le parrain ou la marraine a cette vertu-là, mais c'est aussi une manière de pouvoir organiser une forme de vigilance citoyenne sur l'avenir de ces enfants-là. Donc il y a des associations, moi j'en recommande 2, il y a Parrain par 1000 et France Parrainage qui font un excellent travail, et le processus pour devenir parrain ou marraine est assez simple, il faut participer à une réunion d'information. Et ensuite, il faut avoir un entretien avec une psychologue, fournir son casier judiciaire. Et après, il y a une connexion, si je puis dire, avec un enfant qui est fait. Et ça devient votre filleul ou votre filleule. Voilà, donc le parrainage de proximité, pour moi, c'est une très bonne manière de s'impliquer dans le système de protection de l'enfance, et notamment pour être vigilant. Je ne sais pas, sur la question des signalements, comment dire, on a vraiment encore énormément de choses à améliorer, et notamment le lien éducation nationale, aide sociale à l'enfance, parce que l'endroit où on trouve le plus d'enfants, effectivement, c'est l'éducation nationale de tout âge, notamment les tout petits. Et on a beaucoup de témoignages, et moi je l'ai eu en délégation des droits de l'enfant, on avait auditionné les syndicats
personnel, parce qu'il y avait aussi des assistants sociaux, il y avait des instits, et qui disaient leur difficulté à savoir qu'en faire déjà, parce que c'est pas évident, évidemment. Moi, je dis toujours, le moindre doute, on signale. Enfin voilà, si on a un doute, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans tous les cas. Que des fois, les hiérarchies sont absolument pas aidantes et même entravent le fait d'alerter. Ça, c'est un vrai problème évidemment, mais on sait qu'il faut vraiment former. Et en fait, on a dans les rectorats, il manque beaucoup de formation au niveau hiérarchique, parce qu'on peut reprocher maintenant à des instituts de faire trop de signalements. Enfin, ça, on entend aujourd'hui des inspecteurs qui vont dire « Ah, vous signalez beaucoup trop, madame ». Ben ça, c'est pas possible, parce que c'est pas à l'éducation nationale de dire si c'est judicieux ou pas, en fait. Ça, c'est le travail des services sociaux qui vont, eux, vérifier ou pas. Pourquoi ils aboutissent pas? On a un autre problème, et c'est vrai pour les signalements, mais les informations préoccupantes, c'est qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une CRIP, et qui est là où on recueille les informations préoccupantes dans les aides sociales à l'enfance, dans les départements. Les délais de traitement sont délirants. En fait, il y a des endroits où ça prend des mois avant qu'il y ait un traitement qui soit fait. Normalement, la loi nous impose, alors j'ai 2 mois pour traiter une information préoccupante. Il y a très peu de départements qui tiennent ces délais-là. Et parce qu'on en revient au même, aujourd'hui, on est dans un système tellement effondré avec une perte de professionnels qualifiés pour faire ce travail-là que le système s'écroule. Mais le système s'écroule du début du signalement, c'est-à-dire de l'alerte, jusqu'à l'accompagnement à 18 ans, normalement 21 ans. Donc on a vraiment ça amélioré. Mais il y a un truc à faire vraiment au niveau éducation nationale, ça s'est amélioré. On nous a expliqué quand même qu'il y avait des choses qui allaient mieux, mais on a encore beaucoup trop de freins dans l'éducation nationale au fait que les signalements aboutissent, soient faits par les équipes. Je voulais juste dire aussi un truc sur la question de la démocratie, de la représentation des enfants. Il y a quelque chose, c'est dans notre programme, mais si on est en France, on peut aller en prison à 16 ans, mais on n'a pas le droit de voter à 16 ans. Par exemple, il y a une chose, ça me semble complètement délirant de dire qu'on a le droit d'être incarcéré, mais on ne peut pas donner son avis. Moi, je suis vraiment pour le droit de baisser l'âge de vote. À mon avis, 16 ans, on est capable de discernement, et des fois beaucoup plus que des adultes qui ont pourtant voté plein de fois. Donc je pense que si on voulait aussi considérer un peu plus la vie, l'investissement, la citoyenneté des jeunes, et c'est aussi dans leur permettant d'abaisser l'âge de vote, ce qui me semble être une mesure qui a un vieux débat en France. Il n'y a pas si longtemps, c'était 21 ans, donc on est capable d'avancer. Mais ça fait partie et je rejoins quand même Elsa sur la difficulté qu'on a, mais aussi de l'image que nous donnons en fait. C'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que on parlait de protection, de violence, mais il y a aussi comment on se comporte d'un point de vue démocratique, quels sont les adultes qui sont les références de ces enfants-là, et on a aussi un énorme travail, je pense, à faire. Nous, en tant qu'adultes, alors c'est pas nous les plus au niveau démocratique, c'est pas à nous que je m'adresse, mais on a vraiment, je pense, à réfléchir aussi à comment se comporte notre société, celle des adultes. Et après, on peut pas demander aux enfants d'être exemplaires quand on est incapable. Effectivement, quand on a un président qui est incapable de l'être, de respecter un vote. Et ça, c'est aussi notre travail d'adulte, c'est de se bagarrer contre les gens qui font du mal justement au modèle qu'on veut donner à toute cette jeunesse qu'on invite nous à se mobiliser, à s'engager, à se former et à s'émanciper, parce que c'est aussi le but de pourquoi on est là et de pourquoi on fait de la politique et de pourquoi on a envie de changer les choses. J'espère qu'on a répondu à tout. Je sais qu'il faut qu'on libère la salle. On peut rester 5 minutes si vous voulez devant pour des échanges. Voilà.